Nous vous remercions d'être présents, mais nous voulons commencer le groupe de discussion suivant dédié à la société du futur des citoyens et des valeurs à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Nous avons des partenaires de discussion distingués et nous voulons présenter ceux qui vont être les premiers à prendre la parole. Je vais commencer avec M. Aaron Schöckenbrück, qui est le directeur de l'antidiscrimination, Direction générale de la démocratie, Conseil d'Europe. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Le deuxième, un professeur distingué de l'École nationale pour les sciences politiques et administratives, Monsieur professeur Iordan Bărbulescu. Je vous remercie d'être présent lors de notre discussion que j'estime intéressante. Et un représentant de la Fondation Friedrich Ebert, Monsieur Michael Dauderstedt. Merci d'être venu. Chers collègues, chers membres du Parlement roumain, chers invités, assister à cette conférence interparlementaire. Permettez-moi de commencer par vous souhaiter la bienvenue à Bucarest. J'ai assisté au premier groupe de discussion. Je l'ai trouvé très intéressant et j'espère que le deuxième sera aussi intéressant. Mais nous avons quelques temps à récupérer parce que le premier groupe de discussion a duré plus qu'estimé. Je vais tenir mon introduction assez courte et je vais seulement souligner quelques idées qui forment la base de notre discussion. Et puis après, je vais donner la parole aux intervenants et aux autres intervenants et je leur prie de faire leur présentation, de tenir leur discours. Et puis après, nous allons avoir une partie dédiée aux questions. Si tout le monde est bien d'accord, c'est comme ça que nous allons procéder. Le thème de notre deuxième session est consacré aux citoyens et aux valeurs à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Nous allons avoir une déclaration à la fin de la conférence qui d'ailleurs va se constituer comme une mise au point, mais cela nous montre que le succès futur de l'Union européenne se fonde sur les citoyens européens. C'est pourquoi nous devons stimuler la confiance dans le projet européen par la promotion des projets qui impliquent les citoyens plus et qui se centrent sur le futur de l'Union européenne. Lors du sommet organisé le 9 mai, nous allons conclure un cycle de réflexion sur le futur de l'Union européenne. Après, on va avoir les élections pour le Parlement européen et le commencement d'un nouveau mandat pour la Commission européenne. Chers collègues, le 9e mandat de la Commission va apporter un nouveau commencement, mais les réflexions concernant l'Union européenne vont continuer. À partir de cette déclaration, en partant de ces idées que j'ai exprimées ici très brièvement, donc après avoir fait un résumé des idées que j'avais dans ma présentation, je voudrais conclure que les citoyens européens veulent de l'Union européenne une amélioration de ses politiques et la consolidation
le renforcement de la dimension humaine, de la valeur humaine. Voilà pourquoi nous avons estimé utile d'inviter Michael Schaukelburg de nous parler de la part de la part du Conseil de l'Europe. Vous pouvez utiliser un micro, vous avez la parole. Chers invités, je remercie beaucoup au Sénat de la Roumanie pour m'avoir lancé l'invitation de m'adresser à vous aujourd'hui dans le contexte de la conférence interparlementaire organisée par la présidence rotative de la Roumanie du Conseil de l'Europe. L'Europe est fondée sur des valeurs spéciales et je suis très honorée d'avoir reçu votre invitation de la part du Conseil de l'Europe, une organisation établie afin de protéger et de promouvoir les valeurs européennes, la démocratie et l'état de droit. Je considère votre invitation comme un encouragement d'attaquer ce thème de ma position en représentant le Conseil de l'Europe. Lors des dernières années, ces valeurs ont représenté une opportunité de débattre le futur. Donc, la jurisprudence de la Cour et la Charte européenne sociale. Donc, toutes les conventions spécifiques concernant la prévention de la torture, la protection des minorités nationales, l'exploitation sexuelle et l'abus contre les enfants, la lutte contre la violence en famille, la protection des données digitaux, numériques et la criminalité informatique. Voici des domaines où le Conseil de l'Europe a établi des standards. Avec la contribution de la Commission de la Venise, nous avons aussi la Commission européenne de la lutte contre l'intolérance. Donc, tous ceux-ci ont abouti à l'établissement d'un cadre législatif pour protéger les droits de l'homme et, par conséquent, l'état de droit. Car la jurisprudence de la Cour européenne souligne le fait que les trois principes sont interrelationnés. Généralement, le Conseil de l'Europe a été efficace à aider et à guider les États membres dans leurs efforts de respecter ces principes. Le Conseil de l'Europe est aussi intervenu avec des limites imposées et je vais vous donner quelques exemples en ce sens. Un premier exemple, après les attentats de 2001, après les attentats terroristes de 2001, les gens ont eu peur que la guerre contre le terrorisme va violer les droits de l'homme. Mais 19 ans après, nous pouvons dire que la lutte contre le terrorisme n'a pas mis en danger notre système de valeurs tel quel. Ce n'était pas en donné à ce moment-là. Il paraît que la violation de ces droits pourrait être possible, mais les organisations internationales, les parlements nationaux, le Parlement européen, les décisions de la Cour européenne de justice ont tous consolidé ces principes. Et des nouveaux standards sont apparus à travers la préparation de la nouvelle législation. Maintenant, pour ce qui est du domaine de la biotechnologie, les progrès technologiques dans le domaine de la biomédecine ont été accueillis par un nouveau cadre législatif, un protocole qui interdit, qui bannit, par exemple, la clone humaine. Voici deux exemples de progrès majeurs. Qui ont fait référence
à des problèmes qui sont préoccupants sans violer les droits de l'homme. Dans la lumière de ces expériences, nous pouvons rester optimistes et nous pouvons croire, estimer qu'en tant que société, nous pouvons faire face aux futurs défis. Est-ce qu'on est, suffisamment fort pour survivre à la quatrième révolution industrielle? La réponse est non. On peut compter sur rien lorsqu'il s'agit de l'absolu. Il y a cette révolution qui change beaucoup de volets de nos vies. L'efficacité du travail gouvernemental, par exemple. Voici des préoccupations concernant l'intelligence artificielle et l'abus d'intelligence artificielle. Les décisions prises sur des algorithmes vont-elles affecter les droits de l'homme sans responsabilité? On est en danger. Et il y a aussi le risque de la discrimination. Les ordinateurs vont donner aux gens des opinions distorsionnées qui vont être après diffusées. Lorsqu'il s'agit de la démocratie, nous avons tous vu quel est le potentiel des ordinateurs lorsque l'on a eu le scandale Cambridge Analytica. Les gens peuvent être manipulés et dans la plupart des cas, c'est les algorithmes qui établissent la liste des priorités. Et voici les bulles d'information ou de renseignement qui s'avèrent fausses. L'administration de la justice ou bien la manière dont on fait la justice, il faut payer beaucoup d'attention lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle pour le système judiciaire. Récemment, une décision a été un arrêté a été adopté concernant la manipulation des données. C'est nécessaire de mettre des efforts additionnels lorsqu'il s'agit de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contexte du respect pour l'état de droit et du cadre judiciaire. L'intelligence artificielle, avec son potentiel de transformation, ne signifie pas le défi le plus grand pour nous, Européens. Le défi le plus grand s'avère être l'ascension du populisme et du nationalisme qui est un combustible erronément utilisé pour déclencher des crises. Le populisme et le nationalisme ne sont plus une question seulement appartenant à des discours. Nos valeurs sont menacées. Notre modèle démocratique est une démocratie de contenu et les valeurs en font partie intégrante. Nous savons depuis le Weimar qu'une démocratie procédurelle et formelle ne protège pas la société contre la dictature et contre la violation des droits de l'homme. Mais l'on assiste pourtant à des approches où le gagnant prie tout. Il y a beaucoup de places où le système d'équilibre de poids ne fonctionne plus. Il n'y a plus de moyens de vérifier la manière dont les institutions opèrent. L'égalité des sexes, la liberté de la presse. Parfois, les journalistes sont arrivés même jusqu'à être tués. L'intolérance, la haine, l'antisémitisme, la haine anti-islamique, ce jeu fondé sur la haine, tout cela est cultivé par une certaine partie de la presse, et ce qui mène à une spirale négative qui se fonde sur un discours de la haine. L'Assemblée parlementaire va discuter de ces thèmes la semaine prochaine, et en mettant en doute même la légitimité même des institutions et aussi la valeur du multilatéralisme. Et non seulement
au sein de l'Union européenne, mais aussi au Conseil de l'Europe, accusé par les États membres de ne pas en faire assez pour faire respecter les droits de l'homme. La raison pour laquelle le Conseil a été créé après la Deuxième Guerre mondiale a été les leçons apprises suite à la Seconde Guerre mondiale. Il est donc nécessaire que l'Europe dispose d'instruments et d'institutions à même de prévenir le fait de glisser sur la pente descendante vers ce qui s'est déjà passé. Les arguments raisonnables ne sont apparemment pas assez convaincants pour notre société. Il y a de fausses nouvelles. L'approche émotionnelle mène à un état de confusion et à une crise des valeurs. Afin de dépasser tout cela, nous n'avons pas une solution à la clé, mais nous avons au moins quelques ingrédients dans notre réponse. Nous ne pouvons pas espérer que nous allons protéger nos valeurs si les citoyens ne les comprennent pas et ne les soutiennent pas. Les valeurs doivent être une partie beaucoup plus forte, beaucoup plus présente dans les curricula des écoles. Il s'agit de développer les compétences pour comprendre les instruments de la démocratie. Nos États doivent accorder une attention beaucoup plus grande à ces aspects. Et puis, la responsabilité commune des politiciens. Ils doivent comprendre la valeur de la démocratie et de l'état de droit, surtout lorsque ces derniers sont attaqués, respecter et défendre les moyens de vérifier en chassé croisé les décisions prises. L'exercice des pouvoirs, quel qu'il soit, doit se faire aussi correctement que possible. Et je pense que cela est possible en dépit de la crise des valeurs que nous vivons maintenant. Les valeurs doivent rester le fondement de nos sociétés à l'avenir aussi. C'est un moment de profonde transformation, un avenir qui est aussi un avenir de l'intelligence artificielle. À cet effet, nous devons tous agir maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Merci d'avoir mentionné les défis particulièrement actuels dans le contexte d'une Europe remodelée et le fait de nous confronter à ces défis. Je suis persuadée qu'il y aura des questions au sujet de votre exposé très apprécié. Nous avons déjà 7 collègues qui souhaitent adresser des questions, mais comme nous l'avons décidé, je voudrais d'abord présenter le prochain invité spécial, un ami de notre commission, de la Commission des affaires européennes, que je préside. C'est une personne avec laquelle j'ai l'habitude de discuter avant de prendre certaines décisions, une personne qui a été appréciée et qui continue d'être appréciée non seulement en Roumanie, où elle a introduit l'étude politique pour les étudiants, mais aussi en Europe, où il a été primé par le titre de citoyen européen de l'année. Je donne la parole au professeur Iordan Bărbulescu. Vous avez la parole. Bonjour. Je me réjouis d'être là avec vous à cette conférence interparlementaire. Je vous remercie pour l'invitation qui m'a été adressée. Je voudrais continuer en roumain. Comme j'ai été présenté, je suis professeur, chercheur, donc je suis habituée
à me poser des questions et à accepter l'idée que je n'ai pas toujours des réponses à ces questions. C'est pourquoi je vais essayer de répondre dans mon intervention à 3 questions fondamentales, me semble-t-il, aujourd'hui. Tant par rapport à la problématique européenne dans son ensemble, suite au moment que nous traversons, mais aussi sous l'angle des préoccupations que nous avons en Roumanie. La première question à laquelle je souhaite répondre, c'est ce que j'entends par être un bon Européen. Ensuite, je vais essayer de passer en revue le modèle européen. Et enfin, quand on parle de modèle et de bon Européen, je ne peux pas ne pas parler des valeurs et des principes de l'Union européenne. Avant tout, je voudrais dire que mon intervention n'est ni de droite ni de gauche. Elle n'a pas trait à la politique ni aux politiciens, malgré tout le respect que j'ai pour la conférence interparlementaire qui a lieu aujourd'hui. Cela se fonde uniquement sur mes convictions en ces 30 années d'activité en milieu académique dans l'administration centrale, au ministère des Affaires étrangères, en Roumanie et à l'étranger. Je me considère un européaniste. Certains des Roumains disent que je suis un euro-optimiste. Moi, je me caractériserais plutôt comme euro-réaliste parce que nous avons vécu cette trentaine d'années après la chute du mur de Berlin dans un aparté de ce mouvement. Oui, je suis un européaniste roumain et conformément à l'unité en la diversité qui nous unit et qui nous différencie, cela nous permet d'avoir des opinions qui ne sont peut-être pas égales aux autres. Et c'est bien ainsi. Première question, qu'est-ce que j'entends par être un bon Européen, parce qu'on parle beaucoup de cela au jour d'aujourd'hui. Dans les traités, nous avons un principe simple, celui de la loyauté des États avec les objectifs de l'Union européenne. Donc je pense que le nationalisme, le souverainisme n'ont pas de place dans une tentative d'affaiblir le niveau supranational par rapport au niveau national. Et je pense que vous, les eurodéputés, vous êtes d'accord avec cela. Une union sera d'autant plus forte que ses sujets seront plus forts, qu'il s'agisse de citoyens, de régions, d'institutions supranationales. Et une baisse du rôle de tous ne peut mener qu'à une baisse de l'Union européenne dans son ensemble. Être bon Européen, c'est être un bon Roumain, Français, Maltais, etc. Et l'Europe s'en trouvera bien si chacun d'entre eux s'en trouve bien, et vice-versa. Du reste, il est possible, suite à des conjonctures, que certains gagnent quelque chose, mais dans l'ensemble, l'Europe y perdra et nous y perdrons tous. À cet effet, je crois que nous devons coopérer, nous entendre. Parfois, nous oublions certains des biens de valeur de l'Arménie, la culture du dialogue et de la coopération. C'est le dialogue et la coopération et pas leur absence qui est bénéfique. Vous direz que le combat d'idées est bénéfique. Et je suis d'accord. Le combat d'idées, c'est une chose et l'arrogance, c'en est une autre. Et il ne s'agit pas de croire que vous avez raison et que vous devez imposer votre vérité. Une place sous le soleil a été réservée aux anciens et aux nouveaux, à ceux d'Occident, ceux d'Orient, et cela doit rester ainsi si nous souhaitons rester ensemble, et ce que nous sommes. Certains disent que si le Brexit va jusqu'à la fin, la Grande-Bretagne ne sera plus ce qu'elle a été.
bon, mais selon moi, l'Union européenne ne sera plus ce qu'elle a été non plus. Et elle ne sera plus ce qu'elle est si d'autres États la quittent aussi. Bien sûr, je connais toutes les opinions, la plupart. Bon, on ne connaît pas toutes les opinions. Je connais l'idée. Moi aussi, j'ai écrit à certains moments au sujet du fait que le Royaume-Uni, par sa position, a maintenu l'Union européenne vers une fédération explicite ou implicite, l'a maintenue en place vers un marché commun, etc., etc. Mais je pense qu'une union sans la Grande-Bretagne peut être plus dynamique, mais elle sera moins grande au sens propre et au sens figuré. Or, moi, je pense que nous avons besoin d'une union forte, toujours plus forte, et si possible, pas une union de plus en plus petite. Dans la perspective de l'adhésion des Balkans, et j'ai écrit un article entre le divorce britannique et les fiançailles de l'Est, vous savez mieux que moi que l'Union sera plus petite si le Brexit arrive. Et moi, je le répète, je pense que ce n'est pas un signal positif qu'elle transmet au-delà de tout ce que la Grande-Bretagne a fait jusqu'ici. Être européen, selon moi, c'est récupérer la culture du dialogue qui a fait que depuis plus de 70 ans, nous n'ayons plus de guerre dans la communauté, respectivement l'Union européenne. Moi, je dis à mes étudiants, et vous me pardonnerez si je suis enseignant, je n'ai pas de leçons à vous donner. Je dis à mes étudiants qui ont eu la chance de vivre dans une Europe de la paix, je leur parle beaucoup de ce grand gain de l'Europe que nous minimisons bien des fois, parce que le progrès, c'est la paix, et la paix apporte le bien-être. La guerre ne peut pas l'apporter. Or, cela a été possible par la culture du dialogue. Vous, qui êtes eurodéputé, vous savez de quoi je parle. Vous savez combien il est important, combien le dialogue entre les institutions européennes et les États membres, entre les citoyens et l'Union européenne est important, même si il y a des manquements qui sont encore constatés. C'est pourquoi j'insiste sur ces idées. C'est pas parce que vous ne le saurez pas. Je pense qu'il s'agit de le dire et de le répéter à chaque fois que nous en avons l'occasion, et surtout à la jeune génération qui n'a vécu ni la guerre ni l'après-guerre. Je disais donc de récupérer ce dialogue et le décréter comme étant fondamental. Imposons cette culture du dialogue à ceux qui, temporairement, dirigent des pays et des peuples, sans comprendre qu'à nous seuls, nous ne ferons pas face aux crises économiques, ou à la migration illégale, ni aux menaces russes et à d'autres plus éloignés dans le temps, ni à l'unilatéralisme américain, à l'isolationnisme, à l'autarchie, promu par certains leaders dans l'espoir de se voir rapporter des voix. Cela sera une source de problèmes. Je crois au dialogue par la force des arguments et non pas par l'argument de la force. Comme nous le savons tous, même dans l'éducation des enfants, l'emploi de la force n'est plus permis, mais encore entre les États, comme les États de l'Union européenne. Deuxième question, à laquelle, depuis un certain temps, je réfléchis et je pense avoir au moins un élément de réponse. Peut-être que ma réponse vous fâchera, mais je ne suis pas venue ici pour un consensus. Qu'est-ce que j'entends par le modèle européen? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce qui est défini par les traités. Je pense que ça a trait à la première partie, parce que être un bon Européen, c'est agir en consolidant le modèle de l'Union, un modèle de vie avec une dimension sociale importante, une économie de marché avec une dimension sociale. À première vue, il y a une contradiction dans les termes.
Je comprends que l'Union européenne souhaite une politique pour les citoyens et face aux modèles alternatifs, il y a le modèle américain où le pays a dans son centre le capital, le modèle asiatique où l'État est principal, disons, ou l'empereur, par exemple. Dans le cadre du modèle européen, le centre devait être représenté par les citoyens. Mais est-ce que c'est cela la vérité si le budget s'accroît mais n'augmente pas en valeur absolue? Si les États membres sont 27 ou 28 en perspective 33 ou 34 si l'on regarde les Balkans occidentaux. La grande majorité des Européens sont devenus tels lors des 10 dernières années. Ils ont dû récupérer des décalages. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec la convergence économique, sociale et territoriale? Qu'est-ce qu'on fait avec la réduction des disparités entre les États et les citoyens? Qu'est-ce qu'on fait avec les pauvres? Et il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir ou de quoi s'habiller? C'est de la même façon que l'on doit se poser des questions concernant les gens qui sont maintenant en âge de 50 ans et qui sont condamnés à la manque d'activité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'augmentation des pouvoirs des institutions nationales par rapport aux institutions supranationales? À mon avis, l'un des problèmes les plus grands de l'Europe est la tradition entre le modèle européen avec une dimension sociale et les gouvernements central, social, de droite ou de moins, mais de droite qui se sont succédés en Europe. Certainement, dans ce sens, le pouvoir du Conseil européen est augmenté par rapport à la Commission ou au Parlement. Est-ce que c'est cela quelque chose de mal? C'est difficile à dire. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on avait des débats sur le futur de l'Europe et à mon avis, la création d'une présidence permanente du Conseil européen donne une cohérence et consistance, mais au même point, ça va donner beaucoup de pouvoir par rapport aux autres institutions supranationales. Donc, à mon avis, voici le point de rupture et la contradiction pratique et du point de vue de la théorie. Certainement, le Parlement européen a maintenant des pouvoirs qu'il n'en a jamais eu, mais il y a des questions sensibles que les traités les a codifiées de la manière suivante. En fin de compte, la décision reste aux États. Et voici pourquoi nous sommes frustrés, déçus. Voici le problème avec le Schengen et la monnaie commune. Notre stratégie étant que ça ne sert à rien si l'on n'est pas préparé. Mais avec le Schengen, la situation est différente. Et voici ma preuve. Et je remercie en tant que simple citoyen au Parlement européen à cause de ces résolutions concernant le fait que les critères ont été respectés. À mes étudiants, je leur dis, de toute manière, il faut rester tranquille parce que le Conseil va trancher sur ce point. Donc, il y a un problème entre la philosophie de l'Union et la réalité. Certainement, les gouvernements sont légitimés par les élections. Il faut respecter les résultats, mais du point de vue de la théorie, il faut constater cette distinction.
Donc, d'une fois, on a les composantes populaires et de l'autre côté, l'on a des gouvernements de droit qui mettent en question l'efficacité, les résultats, ce qui n'est pas mal, mais ils perdent de vue la philosophie de l'Union. Certainement, par le traité, la philosophie de l'Union peut changer. Je ne voudrais pas que ça change, mais à mon avis, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un pacte entre les grands partis politiques. En laissant là leur conflit, je ne vois pas nécessaire ce pacte qui garantisse que ce modèle doit être mis en application, mis en œuvre tant qu'il existe dans les traités européens. Et pourquoi pas entre ceux-ci et les gouvernements européens concernant la composante sociale, si nous voulons bien que les citoyens européens croient dans le projet européen. Voici ce que nous n'avons jamais réussi de faire. Nous aurions dû éduquer la jeune génération et nous n'y avons pas réussi. On ne sait pas exactement comment faire ce passage. Le projet national est toujours plus crédible que le projet européen. Et c'est pour cette raison que nous avons un grand problème. Nous aurions beau à parler du projet européen, mais les gens se nourrissent, s'habillent et vivent et travaillent et ont besoin d'une Europe qui bat son cœur à leur côté. Ils ont besoin que l'Europe... j'ai épuisé mon temps. Laissez-moi 2 minutes encore. Donc, il ne faut pas premier la paresse, mais la différence est toujours valable. Vous allez dire que l'Union européenne et l'Europe survivra d'une manière ou d'une autre. Je vais vous dire que oui, cela est bien vrai. Et maintenant, quelques mots sur les valeurs. Pour moi, les valeurs font partie du modèle et font partie de la définition du bien européen. Je ne vais pas vous lire le contenu du 2e et du 3e article du traité. On en a déjà parlé lors du premier groupe de discussion, lors de la première session. Permettez-moi de vous dire ce que je pense quand je me réfère aux valeurs du 2e et du 3e article. Donc, l'Union européenne ne restera plus la même. Et c'est cela ce que nous devons tous comprendre. N'empêche que l'on soit critiqué ou non. Dans mon pays, il y a un proverbe qui dit « il n'y a pas de fumée sans feu ». Cela veut dire, à mon avis, qu'il faut écouter tout le monde. Il faut éviter les labels et seulement après, il faut essayer de convaincre les gens de notre vérité. Je vais vous assurer que pas mal de Roumains pensent de la même façon que moi. J'ai lu un commentaire, une analyse d'un sociologue roumain qui portait sur les slogans de nos partis pour les élections de mai. Et son interprétation fut que tous les slogans étaient nationalistes. Moi, je pense autrement. Il faut être au courant des autres sens parce que, à mon avis, tous ces slogans expriment le désir du peuple roumain qui veut vivre dans une Europe où il s'identifie. Notre peuple s'identifie avec les autres peuples européens. La Roumanie et l'Union européenne ont besoin l'un de l'autre parce que l'un sans l'autre ne serait plus si fort. Et à mon avis,
plus tard ou plus tôt, la ligne bonne s'imposera pour avoir un pari gagnant-gagnant. La Roumanie est critiquée aujourd'hui pour, pour toutes les valeurs citées dans le deuxième et le troisième article. Nous devons trouver la réponse à travers le dialogue et il ne faut pas labelliser la Roumanie et les Roumains parce que l'on se trompe de cette manière. Et l'on risque de perdre l'Europe de nos espoirs. La sorte nous met face à des difficultés, mais la route doit être parcourue sans frivolité. La Roumanie n'est pas a priori meilleure ou plus mauvaise, même si son parcours a été meilleur ou mauvais. Et je vais m'abstenir de vous en donner des exemples, ce qui ne veut pas dire que je ne sais pas ce qui se passe dans mon pays. Mais à mon avis, très franchement, la Roumanie a toujours été très européenne et la Roumanie et la nation roumaine resteront ceux qui apporteront une contribution au développement de l'Union européenne parce que les Roumains sont et souhaitent être européens. Ne vous en doutez pas, nous ressentons les mêmes sentiments par rapport à l'Europe. Nous voulons avoir une Europe plus forte dans le continent et dans le monde. La Roumanie a besoin de l'Europe et l'Union européenne a besoin de la Roumanie. Et parce que les élections parlementaires approchent, je vous souhaite plein de succès. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie, monsieur le professeur. À mon avis, comme vous l'avez d'ailleurs dit, vous vous êtes présenté en tant qu'un euroréaliste après votre intervention. Maintenant, je suis plus optimiste parce que vous avez attaqué plein de sujets. Et je voulais vous remercier de votre contribution parce que nous avons toujours besoin d'appui du point de vue de la théorie. Et je vais aussi vous féliciter pour le lancement de votre volume qui traite des Balkans et de l'Europe de l'Est. Nous avons 10 intervenants jusqu'à maintenant et en essayant de vous faire promettre de ne pas dépasser plus de 10 minutes le temps alloué à notre session parce que je veux donner à tout le monde l'opportunité de poser des questions et de recevoir des réponses. Maintenant, je vais présenter l'intervenant suivant en anglais. Son activité de recherche se concentre sur l'intégration européenne. Dr Michael Dauderstadt, ancien directeur de la division économique, sociale et politique de la Fondation Friedrich Ebert. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie d'être ici et je vous donne la parole. Merci beaucoup de votre invitation. Et notamment à Madame Crețu, c'est merveilleux de revenir en Roumanie. De par ma formation, je suis économiste et ma contribution fera une sorte de pont entre les aspects sociaux et les aspects économiques. L'aspect sur lequel je vais me concentrer est quelque chose d'absolument central pour la société, la distribution des revenus. Et là, je parle de l'inégalité, la situation de l'inégalité, l'évolution de l'inégalité et ce qu'on pourrait faire pour réduire les inégalités d'Europe. Si on parle de l'inégalité d'Europe, il faut dire que beaucoup de gens, dans un premier temps, pensent aux inégalités de leur pays. Ce sont des choses connues et les gens sont préoccupés par l'existence des inégalités dans les États européens et d'autres pays du monde.
surtout après les années 80, parce que c'est alors qu'elles se sont accentuées et pour affecter et pour attirer l'attention d'institutions qui, jusqu'alors, négligeaient ces aspects, comme par exemple le Fonds monétaire international. Je vais vous donner quelques chiffres généraux pour que vous puissiez voir quelles sont les dimensions de l'inégalité en Europe. Le revenu par habitant est dans les pays les plus pauvres de l'Europe. En Bulgarie, 6 300 euros. Au Luxembourg, 80 000 euros, donc 12 fois plus. Bien entendu, cela si on prend en compte le taux de change. D'habitude, les prix dans les pays plus pauvres sont moindres et la situation est un peu meilleure en Bulgarie. Les gens ont un pouvoir d'achat de 14 800 et au Luxembourg, 76 000. Donc là, soit c'est multiplié par 5. Ces disparités entre les États européens sont bien entendu la principale raison des problèmes ou des phénomènes économiques, notamment la migration, ce déplacement de la main-d'œuvre des pays pauvres vers les pays riches. Et certains types d'industries se déplacent des pays avec des salaires élevés vers les pays à salaire bas. Et d'autres raisons d'inquiétude, c'est la hausse du populisme et le Brexit. Le Brexit qui a été déterminé dans une grande mesure par le désir de réduire les mouvements de la main-d'œuvre de Pologne ou de Roumanie vers le Royaume-Uni. Si l'on considère l'Europe dans son ensemble, il faut considérer les inégalités de certains pays et les inégalités dans d'autres pays, des pays de départ et des pays d'arrivée. Et là, l'image se complique. Mais, en fin de compte, si nous examinons le rapport entre les recettes des 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches, c'est un indicateur souvent utilisé pour mesurer les inégalités. Dans un pays tel que l'Allemagne, ce rapport est de 5. Donc, les 20% les plus riches ont 5 fois plus que les 20% les plus pauvres. En Europe, dans son ensemble, si nous examinons combien de millions de pauvres il y a, disons 100 millions, et 100 millions les plus riches d'Europe, au chapitre pouvoir d'achat, le rapport est de 6. Le taux de change, 9. L'Europe dans son ensemble est plus inégale même que les États-Unis parce que les disparités régionales sont plus importantes qu'aux États-Unis. Voilà un peu l'image. Mais comment les choses évoluent-elles? Ces dernières décennies, le développement n'est pas si mal que ça. La croissance a été plus rapide dans les pays pauvres que dans le centre riche et ancien. Si on compare l'année 2000 à 2017, au centre, une Europe s'est accrue de 53%, mais la périphérie de l'Est, des États baltes, Pologne, Slovaquie, jusqu'à la Bulgarie, à la Roumanie, la croissance a été de 184%, donc 3 fois plus rapide. Mais dans la zone sud du continent, la situation est plus dramatique, plus triste, surtout pour l'Espagne et le Portugal. Cette périphérie a connu une croissance plus lente que le centre riche
Pourquoi? Bien sûr, les choses n'étaient pas ainsi entre 2000 et 2008. La zone sud du continent a connu une croissance presque 2 fois plus grande que le centre. Mais lorsque la crise financière est arrivée, elle a eu un impact plus violent, surtout dans la partie sud du continent. Il y a eu une panique au sujet de la dette souveraine et la politique d'austérité a été mise en place qui a mené à une décroissance du PIB dans les pays tels que la Grèce, le Portugal, l'Espagne entre 2008 et 2013. Si on examine la situation, l'image est mitigée. L'Europe est une machine à convergence. Nous le voyons en Europe de l'Est, mais cela peut être aussi un instrument du déclin. Si on examine la zone sud du continent, il faut encore voir une chose, le fait que les pays plus pauvres se développent en une croissance plus importante que les pays riches. Cela, en tant que tel, n'a pas mené à une réduction des différences absolues. Cela pourrait paraître étrange, mais imaginez que si on a un pays pauvre avec un revenu de 10 000 euros et le pays riche a 50 000 euros, et le pays riche a une croissance de 2 % et le pays pauvre de 5 %, 5 ans après, le résultat, c'est 10 500 dans un pays, donc soit 5 % de plus, et à côté, c'est 51 000. Donc, la croissance est de 2 % et le processus va se poursuivre pendant des décennies. Et même cet exemple, avec un taux de croissance de 5 % dans un pays pauvre et de 2 % dans un pays riche, la différence étant de 5 fois, cela prendra 50 ans pour arriver à une égalité. Donc, le défi des inégalités, des disparités économiques est un défi sur le long terme auquel nous devons faire face. Comment? Par des mesures structurelles censées mener à la cohésion sur le long terme. Ces dernières années, nous avons constaté une stagnation à cet effet. Jusqu'en 2009, l'inégalité relative était à la baisse. Après, une stagnation a pris sa place, notamment en raison des politiques contre-productives adoptées par l'UE, notamment à cause des anciens modèles d'offres et de demande. Presque toutes les économies de l'Europe se fondent sur le salaire. Et donc, les hausses salariales mènent à plus de croissance. C'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on croyait. La demande de Chine et des États-Unis ne peuvent pas continuer à l'infini. Nous aussi, nous devons penser que nous devons consommer ce que nous produisons. L'Allemagne, surtout, a essayé d'insister et de forcer tout le pays donc à contraindre les salaires pour un équilibre budgétaire, après quoi tout sera merveilleux, mais cela a apporté des catastrophes et des désastres dans le sud du continent. Il faut sortir de cette manière de penser. Il faut penser à de meilleurs salaires, à un salaire minimum en Europe. Et parce que notre collègue d'un parti de gauche a dit, un parti de gauche de 20 % du coût minimum, je pense. Je pense qu'une meilleure idée, ce serait d'avoir 60 % du salaire moyen ou d'introduire des mesures contre le chômage, d'avoir une politique plus progressiste, fiscale et monétaire. Cela veut dire
que dans la zone euro, la politique de cohésion a fait certaines bonnes choses, la politique d'expansion monétaire. Mais dans d'autres zones, cette politique se concentre sur la stabilité et non pas sur la croissance et sur l'emploi, comme le fait la trésorerie des États-Unis. Et donc la politique traditionnelle, la philosophie traditionnelle boîte, elle se concentre sur la partie offre et non pas sur la partie demande aussi. Il s'agit de réintroduire une politique d'expansion, une politique fiscale d'expansion, avoir aussi l'équivalent du Trésor américain, censé imposer ses propres impôts, fournir des actions au marché de capitaux qui soient soutenues par la Banque centrale européenne. Et cet argent serait investi dans l'infrastructure, dans l'éducation, surtout dans la zone périphérique du continent. Ce n'est qu'ainsi qu'il y aura une expansion et une croissance économique dynamique, et ce n'est qu'ainsi que les inégalités seront à la baisse et le risque d'un nouveau Brexit du populisme seront écartés. Je vous remercie beaucoup d'une approche très réaliste fondée sur des chiffres et sur des rapports statistiques. J'ai vu que vous avez aussi attaqué le thème de la migration, de la force du travail, des recettes. Pour avoir plus de cohésion, ce qui est très important pour nous, je voudrais donner la parole à nos collègues qui ont des questions ou qui voulaient soumettre des commentaires, des observations pour les intervenants. Je vais commencer par Renske Leijten des Pays-Bas et puis André Gattelin de France. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. C'est très bien de nous retrouver ici en tant que membre du Parlement. C'est très utile de parler du futur avec les membres du Parlement. Dommage que les anciens membres ou les futurs anciens membres du Parlement européen n'ont pas parlé avec nous, mais à nous. Nous avons un débat très grand dans notre Parlement concernant les aides sociales que les migrants peuvent toucher et qui nous coûtent en tant que communauté 30 millions d'euros, l'argent des contribuables. C'est comme ça que nous soutenons l'Union européenne ou c'est comme ça que nous au fait luttons contre l'Union européenne? Comme vous le savez très bien, la semaine passée, les journaux parlaient de l'export de la force de travail. Les travailleurs des pays de l'Europe de l'Est bénéficient d'aides sociales dans notre pays. Il faut voir si c'est un progrès ou un regret bien d'avoir, ou pour la communauté européenne. À mon avis, c'est une manière de diviser les gens. Ce n'est pas une manière d'avoir plus de cohésion, mais il faut débattre ce sujet. Il faut savoir quel est l'avantage des pays qui perdent les générations futures de travailleurs et quel est l'avantage des pays qui obtiennent de la force de travail bon marché, si c'est cela que nous voulons pour le futur de l'Europe ou non. Merci beaucoup.
Mes collègues du secrétariat m'ont dit que les allocutions doivent durer seulement 2 minutes. Je voulais vous avertir d'avance. Et maintenant, je donne la parole à André Gatolin de France. Et puis après, notre grand ami de Roumanie, Viorel Ilie. Merci. Merci aux orateurs, mes chers collègues. Je suis particulièrement heureux d'être présent dans ce débat en tant que vice-président de la Commission des Affaires européennes au Sénat en charge des questions du numérique et des nouvelles technologies et aussi en tant que membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je crois qu'il est important de le rappeler parce que lorsque nous parlons des valeurs européennes, tous nos pays membres de l'Union européenne sont également membres du Conseil de l'Europe et bien plus que l'article 2 et 3 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, ce qui structure les droits de nos concitoyens mais aussi leurs devoirs sont inclus dans cette partie-là. Et je voudrais souligner la pertinence de l'intervention de M. Joren Sökenbock, justement membre du Conseil de l'Europe. Bien sûr, nous avons des problèmes d'inégalité, nous avons des problèmes d'immigration, mais la question, les défis difficiles auxquels nous devons faire face sont aussi les défis de la technologie. L'Union européenne, sur la question du numérique, a été en retard. Je me rappelle, il y a 10 ans, quand je travaillais sur ces questions, on parlait d'économie numérique, 5 à 10% de la société. Nous parlons aujourd'hui d'économie numérisée parce qu'elle touche 80 à 90% des secteurs de l'économie. Et le grand enjeu qui est devant nous aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et je dois dire que tant au niveau de l'Union européenne, à travers la stratégie qui est aujourd'hui en préparation de l'Union européenne pour l'intelligence artificielle, tout le premier chapitre est fondé précisément sur les règles éthiques dont nous devons nous doter pour avoir une intelligence artificielle qui respecte nos valeurs européennes. Et je crois que nous devons, dans ce domaine-là, être particulièrement attentifs. Et à ce titre-là, au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dans le cadre du Comité des affaires juridiques et des droits humains, du respect des droits de l'homme, nous venons de créer, avec sa présidente, Mme Evertsdottir d'Islande, un sous-comité chargé de surveiller l'intelligence artificielle et la question des droits de l'homme. Je crois que c'est un enjeu qui est important pour nous et tournons-nous vers le futur, tous ensemble. Regardons pas les divisions passées, regardons ce que des pays comme la France et la Roumanie, qui est très avancée en matière de numérique, peuvent faire ensemble avec tous les autres partenaires. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you very much. And now let me give the floor to Minister. Je remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à M. Viorel Ilie. Mesdames et messieurs, je suis restée fascinée en regardant la technologie du futur et je pense que je ne suis pas le seul dans la salle. Quand nous voyons en 90 000 des choses avec des robots semblaient irréelles. Aujourd'hui, même si nous n'avons pas de machines volantes, nous avons vu des drones capables de transporter des gens. Beaucoup des éléments de la littérature de science et fiction sont devenus des réalités. Le portable est devenu comme une extension de la main et la technologie progresse avec une telle rapidité de manière que ce qui ne paraissait pas la réalité il y a 20 ans, maintenant c'est la réalité. L'intelligence artificielle est le futur et si l'on ne comprend pas, on risque de perdre le train du développement. 75% des nouveaux emplois seront différents par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et jusqu'en 2030, plus de 5 millions de postes de travail seront démantelés à cause du progrès technologique. Voici les défis auxquels nous devons répondre. En même temps, il faut rester ouvert aux opportunités que nous pouvons apporter et il faut voir comment nous pouvons les intégrer pour servir aux citoyens. À mon avis, l'éducation est la réponse. Et l'Union européenne, par sa déclaration de 2019, répond à cette question, celle d'offrir une meilleure formation pour les gens.
et bien plus l'apprentissage au cours de la vie est une réponse nécessaire pour les transformations qui se passent déjà. Mais tous ces aspects doivent correspondre, doivent être correspondantes aux réalités de chaque pays membre. Une réponse peut être la Roumanie, qui bénéficie d'une force de travail, d'un pouvoir de travail hautement qualifié. Il faut nous assurer que l'alphabétisation numérique ne laisse personne à part. Le potentiel de chacun doit être valorifié. On dit que la quatrième révolution industrielle a comme but l'accroissement du niveau de vie de la population. C'est des mots très bons, mais il faut faire de la sorte que la quatrième révolution industrielle soit sentie par chacun membre de nos sociétés. Et c'est notre tâche. Merci beaucoup, Ilie. Et maintenant, nous donnons la parole à Laurence Witty du Royaume-Uni et puis Linda Ozola de la Lettonie suit. Merci beaucoup. Le débat sur le Brexit et les causes du Brexit se fonde sur l'échec du gouvernement et cela reflète aussi une croissance d'inégalité et la peur de perdre le contrôle, non seulement par rapport à la migration. C'est un sentiment qu'on ne peut que ressentir, mais je voulais me concentrer sur ce que M. Schockenbrück a dit. Ce sentiment est aggravé par la révolution numérique. La numérisation vient avec beaucoup d'opportunités, mais aussi avec la perte de postes de travail. À mon avis, cela perturbe la société. Si on lui permet, l'Internet s'était avéré comme une promesse de liberté, mais en pratique, il a conduit à la division, à des groupes qui ne parlent qu'entre eux et ont des éléments de propagande avec lesquels ils sont bien d'accord. Donc, l'Internet a conduit à plus de divisions. L'idée étant que les grandes multinationales qui contrôlent nos données n'ont pas eu de succès. Nous avons la législation, mais on n'a pas réussi à le conduire d'une manière satisfaisante. Et maintenant, les grandes multinationales ont perturbé les élections et ont présenté des défis démocratiques pour tous. Il reste beaucoup de choses à faire au niveau européen et non seulement pour nous assurer du progrès. Je vous remercie aussi. Et maintenant, je donne la parole à Linda Ozola. Chers collègues, je voulais vous partager mes réflexions dans le contexte de l'Union européenne et du futur. On ne peut pas consolider le futur d'une Europe plus forte si l'on ne regarde pas le passé. Si l'on ne regarde pas l'héritage légué par Robert Schuman. Il a dit que l'être humain doit être le premier. Donc, une idée de solidarité. Permettez-moi aussi de remercier la présidence roumaine de l'invitation pour ajouter à la solidarité qui nous unit déjà entre les deux pays. Donc, nous avons écouté plusieurs idées concernant plus d'union en Europe. Les mouvements populistes en Europe sont une preuve que nos politiques ont échoué jusqu'à maintenant. Donc, les gens en Europe ne sont plus sûrs que leur identité nationale et européenne soit protégée. À mon avis, la solution ne réside pas dans plus de fédéralisme.
je dirais que le rythme des pays que nous représentons doit être préservé. Il faut préserver les identités nationales dans ce contexte et j'ai un exemple. Le nombre des murs entre les pays a diminué en Europe. Je dirais que l'on risque d'avoir un Parlement eurosceptique avant le 15 mai et moins de solidarité. Pour conclure, je souhaiterais souligner que je pense ou bien que j'ai confiance dans une Europe qui soit soutenue par tous nos citoyens. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. Permettez-moi de donner la parole au représentant de l'Irlande, Bernard Durkan, et puis Madame Agata Borowiec de Pologne. Monsieur Bernard Durkan, vous avez la parole. Il y a un problème technique avec le micro. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non, je m'excuse. Veuillez poursuivre. Un slogan commun a été de ramener l'Europe plus près des citoyens. Je pense que c'est l'inverse. Les gens plus près de l'Europe et les parlements des États membres sont appelés à le faire pour leur fournir, à ces représentants une meilleure... L'Irlande est un exemple classique du point de vue de la pression économique. Et la différence entre les pauvres et les riches, c'est que les pauvres ont perdu leur maison et leur mode de vie. Ils ont dû émigrer. Et par contraste, nous avons une uniformité que l'Union européenne est venue soutenir en Irlande. Je pense que c'est là le test de l'Union européenne. C'est un test important lié au Brexit et il doit se poursuivre. Je n'accepte pas et je ne voudrais pas m'excuser auprès des économistes. Quand la crise économique est arrivée, nous avons dû ou bien accepter cette situation au Parlement ou dire que c'est la faute à quelqu'un, à la Banque mondiale par exemple. Donc ce que nous devons apprendre, c'est d'essayer de mieux faire ce que nous avons fait avec le soutien des collègues européens. Et je pense que tel est le message de l'Europe d'aujourd'hui. Il faut continuer. Merci beaucoup. Et je donne maintenant la parole à Madame Agata Borowiec de Pologne et ensuite à Madame Gabriela Crețu de Roumanie. Merci. Chers collègues des parlements nationaux et du Parlement européen, la numérisation est un défi clé pour l'industrie européenne. Nous sommes persuadés que certaines mesures devraient être prises par l'Union européenne pour lutter contre ces défis, pour gérer ce monde numérique et pour aider en même temps les entrepreneurs européens à réussir sur un marché dominé par des produits chinois. Il faut créer un code éthique sur l'utilisation des nouvelles technologies. Confrontés aux défis technologiques au niveau du chômage, il faut renforcer les compétences numériques de la société. Ces actions doivent inclure toutes les générations, les enfants d'école primaire, les lycéens, les étudiants et les personnes plus âgées, qui sont les plus vulnérables
à l'exclusion technologique. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais donner la parole à Madame Gabriela Crețu. Merci beaucoup. Je vais parler en roumain cette fois-ci. Je voudrais juste souligner une question que j'ai énoncée depuis le début de la conférence. Notre intention était de se détacher un peu, d'avoir un regard sur un plus long terme et avec une plus ample ouverture dans le sens d'intégrer tous les problèmes actuels et d'éviter de les traiter un à un. Mais j'ai encore dit quelque chose, que l'avenir, il est déjà arrivé hier. Et ceci est manifeste. Il a même été souligné ici dans la salle par le collègue Viorel Illie, ministre pour la relation avec le Parlement. La longueur du temps est mesurée par le nombre d'événements par heure. Or, il y en a tant qu'il risque de nous échapper. L'idée était de voir comment on peut intégrer une réalité dont nous parlons tous. Il y a une inégalité croissante à l'intérieur de nos sociétés, les plus industrialisées et les sociétés en développement aussi, et entre les États membres. Merci à Michael Dauderstadt parce qu'il a mis en évidence par des chiffres cette tendance. Nous avons aussi en Roumanie une très bonne étude qui dit qu'avec le rythme de croissance de plus de 5%, en quelque chose comme 27 ans, nous pourrions atteindre le niveau moyen européen. Or, entre-temps, il y a d'autres choses qui arrivent. Les emplois sont remplacés par des lignes automatiques et des robots. Il y a le risque qu'à la place d'avoir une économie collaborative censée permettre de se soustraire un peu aux rigueurs du marché, mais qu'il y ait en même temps les biens et les services nécessaires, que nous ayons une ubérisation de l'économie. Mais il faut faire attention que toute légitimité est liée à la capacité de fournir des biens et des services publics. Et si on ne paye pas de taxes et d'impôts, on ne pourra pas fournir des biens et des services publics, et parce qu'il faut les payer. Et il y a encore un autre aspect qui est essentiel. Tous nos systèmes de sécurité sociale sont mis en corrélation avec la prestation d'un travail payé par un salaire. Il faut avoir un job, un emploi. Si le rythme de changement est celui que nous constatons, ou s'il s'accélère, nous aurons de grands problèmes pour alimenter nos systèmes de sécurité sociale et de payer les retraites. Et donc, ces choses-là doivent changer maintenant, avant le grand changement, sans plus parler de l'aspect éthique auquel je faisais référence au début. L'être humain doit être remis là où il était, au centre de nos préoccupations. L'efficacité. Il faut conclure parce que le temps imparti est échu. Le collègue de Croatie, merci beaucoup. Il est clair que la technologie va modeler le progrès dans notre société. Et il établira de nouveaux paradigmes politiques. Il est clair aussi que le développement technologique a lieu beaucoup plus vite que nous ne pouvons le suivre au niveau politique. Et il ne peut pas être inventé par les politiciens, mais il faudra faire des efforts supplémentaires. Et nous n'avons pas réglementé cet aspect aujourd'hui non plus. Comme le disait le collègue du Conseil de l'Europe, la technologie apporte aussi des défis, des menaces.
du point de vue de l'identité, de la vie privée. Et oui, parce qu'il est difficile de contrôler la technologie, donc la zone numérique, l'intelligence artificielle. La Chine a introduit un autre système. Elle analyse les citoyens selon leur comportement, donc ils modèlent leur statut à l'intérieur de la société. J'espère que la Roumanie ne suivra pas, l'Europe ne suivra pas cet exemple. Mais la technologie apporte aussi des opportunités. L'une de ces opportunités, c'est que nous pouvons être plus participatifs à la démocratie. Et je voudrais rappeler les mots d'Aristote. La démocratie a un aspect hérité. Les gens peuvent être manipulés par les démagogues, les populistes, et aujourd'hui par les corporations. Donc ma question est, qu'est-ce que le Conseil de l'Europe fait pour détecter ce type de manipulation, de comportement, pour les prévenir, pour faire les gens prendre conscience du fait qu'ils ne doivent pas être manipulés par des groupes d'intérêt, mais qu'il faut essayer de protéger l'intérêt commun. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Nicolae Voiculescu et le dernier collègue qui nous va dire quelque chose à Monsieur Klaus-Peter Wilsch d'Allemagne. Ensuite, avec votre accord, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, je vais donner 1 minute aux 3 invités pour répondre. Le vice-président de l'Université Nicolae Titulescu. Je voudrais attirer votre attention sur quelques commentaires et je vais parler en roumain. Il est évident que, comme les orateurs qui ont pris la parole avant moi l'ont souligné, l'évolution diachronique de l'Union européenne est liée à la dimension sociale de l'Union européenne. Beaucoup d'aspects beaucoup d'interventions ont eu ce thème. Évidemment, l'Union européenne devra, dans les structures futures, prendre en compte, d'une part, les valeurs sociales comme elles ont été cristallisées au niveau international, et je pense aux Nations unies par l'agenda du développement durable, au niveau de l'Organisation internationale du travail, par les plateformes sur la mondialisation équitable et sur le travail décent. Mais, d'un autre côté, il est nécessaire que les politiques et les législations qui seront adoptées prennent en compte les aspects sociaux. Je n'ai pas entendu dire jusqu'ici la politique des droits sociaux européenne pour des sociétés européennes inclusives, pour des sociétés européennes solidaires. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre pour l'avenir et je pense aux aspects qui ont d'ailleurs été mentionnés sur la transformation dramatique des relations de travail et de production suite aux effets du progrès scientifique, mais aussi à des aspects qui relèvent de chaque société européenne et de l'Union européenne dans son ensemble. Je pense là aux aspects liés à l'activité des ONG dans le domaine et du dialogue social dans la société. Je voulais juste mentionner qu'il y a quelques années, au niveau de l'Union européenne, une proposition de règlement sur les actions collectives n'a pas pu être adoptée. Peut-être qu'à l'avenir, on la prendra en compte pour démocratiser l'action au niveau de l'Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur Niculescu. Et pour conclure, Monsieur Klaus-Peter Wilsch de l'Allemagne, je vous remercie, Monsieur le Président, pour l'occasion que vous m'avez donnée
Monsieur Dauerstadt m'a prié d'intervenir parce que la position allemande qu'il a décrite était plutôt de la part des socialistes. Il me semble qu'on devrait travailler aussi sur les dettes. À mon avis, l'assurance pour les chômeurs à niveau européen a beaucoup de sens. Parce qu'il faut influencer d'autres. Il faut influencer d'autres éléments pour ne pas faire le transfert des mauvais résultats sur le compte de la solidarité. Donc, tout le monde n'est pas responsable pour les choses que les autres n'ont pas fait ou ont fait. Et il y a un autre point que je voulais faire. L'on a parlé d'une trésorerie potentielle européenne. Ce n'est pas que le capital liquide nous manque en Europe. Par contre, l'argent est imprimé d'une manière assez rapide. Ce qui nous manque en Europe, c'est la possibilité de faire de la sorte que les choses marchent mieux. Donc, comme je viens de le dire, ce n'est pas l'argent qui nous manque. Je ne crois pas dans les anciennes écoles de philosophie ou de réflexion. À mon avis, même ceux qui y croient savent très bien qu'il n'y a pas de repas qui soit gratuit. La responsabilité est importante. Si un pays est responsable pour son budget, il faut arrêter les paiements qui ne sont pas justifiés. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aux collègues pour leur contribution et leur rapport à notre conférence. Et maintenant, je donne la parole au docteur Michael Dauerstadt pour 1 minute. Je vous remercie, Monsieur Wilsch, pour cette position complémentaire que vous venez de présenter. Le gouvernement de l'Allemagne est arrivé à une croissance lente et à une situation sociale véritablement catastrophique dans l'est du continent. Alain Scholz, que je sache, a soutenu le programme de non-paiement de cet élément. Monsieur Schockenbrock, très bref. Je vous remercie de m'avoir attiré l'attention concernant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui débat la question de l'intelligence artificielle, le besoin d'éducation, le besoin que les situations d'enseignement soient plus orientées vers le numérique à tous les niveaux de la société. C'est bien clair que l'on a absolument besoin de travailler plus, non pour faire introduire plusieurs ordinateurs dans la salle de classe, parce que de toute manière, les élèves enseignent les professeurs comment utiliser les ordi. Donc, il faut payer attention aux approches plus simplistes. On a fait référence aux principes éthiques qui doivent être sauvegardés. Nous en sommes bien d'accord. Une question très intéressante concernant le danger de manipulation et qu'est-ce que l'Europe fait-elle dans cet égard. Il y a plusieurs études que vous pouvez trouver concernant les conséquences de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour ce qui est des droits de l'homme. En se fondant sur ces études qui ont été concluses dans les derniers mois,
D'ailleurs, on concentre nos efforts. Je viens de vous parler du dernier règlement concernant l'utilisation des algorithmes, mais cela n'exclut pas d'autres formes d'activité. Et je reviens à ce que je viens de dire concernant le progrès de l'Internet. À ce moment, tout le monde était très était très attentif. L'Internet signifie l'exercice d'un droit fondamental. Les règlements ne doivent pas être la première réponse. 20 ans après, voici que l'approche d'il y a 20 ans a été simpliste concernant l'Internet. Et je vous rappelle ce que l'un des fondateurs de Google a écrit hier. Il faut trouver la modalité de modérer le contenu sur l'Internet. Beaucoup de choses se sont passées dans les 20 dernières années. Je vous remercie aussi. Et je donne la parole au professeur Bărbulescu. Je veux seulement faire référence aux études à propos de ce que Mme Gabriela Crețu a dit. Il y a une étude publiée par Bernard Cassen il y a 20 ans sous la commande du gouvernement français, conformément auquel si les anciens États membres de l'Union européenne augmentaient de 2% et les nouveaux de 4%, l'on aurait besoin de 92 ans pour l'un d'entre nous. Et même si la croissance était de 8%, ce qui n'existe pas en Europe, et de toute manière la crise est intervenue, 15 années auraient été nécessaires. Donc, de toute manière, le chercheur a fait son travail et a lancé cet avertissement. Deuxièmement, j'ai vu dans les interventions la préoccupation pour la numérisation et le danger de la numérisation. De ma position permettez-moi de vous le suggérer si vous n'avez pas lu Harari, c'est une bonne lecture. Et c'est une lecture qui parle de vos préoccupations, mais il faut y faire face seulement si ce n'est que pour la génération passée de 50 ans. C'est une grande question à laquelle l'Union européenne peut donner une réponse et c'est intéressant de voir ce que ces gens-là vont faire dans 5 ou 10 ans. Je vous remercie aussi, professeur Bărbulescu. Et maintenant, nous mettons fin à la deuxième session en remerciant les intervenants de leur présentation et de leur rapport à notre conférence. Je remercie à tous ceux qui ont été intéressés de partager avec